Nous avons tous déjà fait l'expérience de la nostalgie, cette émotion de sentimentalité, de désir ardent ou d'affection pour notre passé. Il s'agit d'une expérience poignante qui témoigne du passage du temps et nous rappelle ce que nous avons été, mais ne serons plus jamais. Lorsque nous regardons en arrière, ne serait-ce qu'une année, nous avons souvent l'impression d'observer une personne et une vie complètement différentes. Un étranger qui vit une vie et un sentiment de soi presque méconnaissable. Mais bien sûr, cette personne, c'était nous. Et bien sûr, nous sommes aussi nous en ce moment. Mais alors, qui sommes-nous? Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes? Qu'est-ce que notre moi actuel a en commun avec notre moi d'il y a 10 ans? Qu'aura-t-il en commun avec notre moi futur dans 10 autres années? Y a-t-il quelque chose qui persiste vraiment à travers tout cela et qui fait de nous ce que nous sommes? Et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, lorsque nous essayons de déterminer ce qui fait de nous ce que nous sommes, nous pouvons considérer notre corps. Mais en vérité, pour la plupart d'entre nous, notre corps n'est pas la source principale de notre sentiment d'identité. Par exemple, si vous perdez tous vos membres, il est juste de supposer que vous vous sentiriez toujours et que vous prétendriez être vous-même. Même poussé à l'extrême, si vous perdez tout votre corps mais pouvez continuer à vivre et à expérimenter le monde depuis votre tête, transporté dans un bocal ou placé sur une sorte d'androïde, bien qu'il s'agisse d'une vie étrange et différente, vous continuerez probablement à vous sentir et à affirmer que vous êtes vous. De plus, indépendamment de ce que vous prétendez, toutes les cellules qui composent votre corps sont remplacées tous les 10 ans environ. De sorte que si vous vous identifiez à la consistance de votre corps, celui-ci n'est de toute façon jamais physiquement le même. Et bien sûr, tout au long de votre vie, l'apparence de votre corps change aussi complètement. Votre moi de 8 ans ne ressemble en rien à votre moi de 30 ans. Mais vous ne pourrez certainement pas affirmer que l'un d'eux est plus ou moins vous. Et bien sûr, les circonstances de votre vie changent aussi complètement. Même si vous vivez au même endroit, cet endroit change tout le temps. Et donc il n'y a rien de vraiment extérieur à notre corps qui puisse être identifié à l'un ou l'autre. Au lieu du corps ou des circonstances, la plupart d'entre nous s'identifient principalement à notre cerveau. Mais quelle est la partie du cerveau qui nous représente? Le cerveau est un organe immensément complexe, avec des tonnes de composants et de fonctions, et la plupart d'entre nous ne s'identifieraient pas à grand-chose. Nous n'avons probablement pas l'impression d'être les parties du cerveau impliquées dans les fonctions et les réponses automatiques et inconscientes, la régulation et l'ajustement de la respiration, du cœur, de l'équilibre et de toutes les autres choses qui se produisent en dehors de notre contrôle et de notre conscience directe. Nous pourrions donc dire que nous sommes les parties de notre cerveau liées à nos goûts et à nos préférences. Mais que se passerait-il si cette partie de votre cerveau était altérée? Ne seriez-vous plus vous-même? Si oui, cela n'arrive pas tout le temps dans la vie en général? Ne changeons-nous pas constamment nos goûts et nos préférences au cours de notre vie? Et si la partie de notre cerveau qui affecte notre façon de parler et d'agir changeait? Et si nous perdions ou gagnions des compétences? Encore une fois, ces choses ne se produisent-elles pas également tout au long de la vie? Qu'en est-il de la façon dont nous réagissons aux choses? Notre caractère, notre tempérament, notre humour, etc. Là encore, on peut dire que cela change continuellement aussi. Imaginez ce que vous aimiez, ce à quoi vous étiez bon, ce à quoi vous teniez, votre façon de parler et votre tempérament il y a 15 ans. Ces choses vous ressemblent-elles vraiment aujourd'hui? Probablement pas plus qu'un ami éloigné, au mieux. Et donc, si nous, en tant que chose centrale et cohérente, ne sommes pas notre corps, pas les fonctions inconscientes de notre cerveau, pas nos goûts et préférences, pas nos capacités techniques et pas notre caractère, qui ou quoi sommes-nous? La chose la plus fondamentale qui nous donne l'impression d'être la même personne tout au long de notre vie est peut-être notre mémoire. C'est la chose la plus difficile à imaginer. Nous serions toujours nous-mêmes si nous la perdions. Mais qu'est-ce que ça signifie pour les personnes qui ont une perte de mémoire extrême à long terme, comme certaines personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Ne sont-elles plus elles-mêmes? N'ont-elles plus de moi? Dans ce cas, qui sont-elles? Ne sont-elles en quelque sorte personnes? Si oui, avec qui interagissons-nous lorsque nous interagissons avec elles? Peut-être ne sont-elles personnes dans le sens où nous l'entendons habituellement, mais peut-être l'êtes-vous aussi. En vérité, pour chacun d'entre nous, si nous regardons dans notre corps et notre esprit pour essayer de trouver précisément et concrètement qui ou ce que nous sommes, ce quelque chose de central et de persistant qui nous fait, nous trouvons cette même étrange absence de personne. Comme le dit Fernando Pessoa, j'ai changé à chaque instant. Je me sens toujours étranger. Je ne me suis jamais vu ni trouvé. Je suis mon propre paysage. Je me regarde voyager, divers, mobile et seul. Ici, où je suis, je ne peux pas me sentir. C'est pourquoi je lis, comme un étranger, mon être, comme si c'était des pages, ne sachant pas ce qui va venir et oubliant ce qui est passé. En relisant, je me demande, est-ce que c'était moi ?
D'un point de vue neuroscientifique, cette notion d'absence de soi définie est validée par le fait qu'il n'y a pas de partie du cerveau où tout est réuni pour qu'un ego ou un soi se forme, ou pour une sorte de scène centrale où les pensées sont affichées, perçues et évaluées. La conscience est une cascade de neurophysiologie et tout est distribué partout, a déclaré le neuroscientifique et philosophe moderne Sam Harris. Le soi apparaît simplement comme un type particulier d'illusion. Ce n'est pas que nous n'avons pas de soi, mais le soi n'est tout simplement pas ce que nous ressentons ou ce qui nous apparaît. Par opposition à une chose singulière, centrale, unitaire, qui se poursuit de chaque instant au suivant, il s'agit d'un processus, d'un phénomène émergent d'une progression et d'un déroulement non centraux et incohérent de tout ce avec quoi nous interagissons sciemment et inconsciemment. Une boucle de rétroaction apparente se met en place entre le monde, notre corps et notre esprit, d'où émerge l'expérience du soi. En d'autres termes, le soi n'est que l'expérience d'un processus. Et tant que nous persistons dans le temps, il n'y a rien à trouver de constant qui persiste à travers nous. Il est courant de dire et de croire qu'il est important d'être soi-même dans la vie. Lorsque nous ne le sommes pas, nous pouvons nous sentir honteux et insatisfaits. Lorsque nous remarquons que les autres ne le sont pas, nous pouvons ressentir un malaise, une méfiance ou une nature peu attrayante en leur compagnie. Être soi-même est en fait un objectif important et valable, si ce n'est peut-être l'un des objectifs les plus valables de l'existence humaine. Mais le problème est que, si le soi est une illusion, comment pouvons-nous l'être? Peut-être qu'être soi-même ne nécessite pas de se connaître dans un sens ultime. Peut-être qu'il ne s'agit même pas d'être ce que l'on pense être. Il ne s'agit pas d'être cohérent ou de faire ce que vous ou d'autres personnes attendent de vous en fonction de ce que vous avez fait ou de ce que vous avez été. Il s'agit plutôt de faire et d'être ce que vous ressentez comme une incarnation honnête de ce que vous pensez et voulez en ce moment. Une cohérence stupide est le hobgoblin des petits esprits, adoré par les petits hommes d'État, les philosophes et les divins. Avec la cohérence, une grande âme n'a tout simplement rien à faire. Il peut aussi bien se préoccuper de son ombre sur le mur. Dites ce que vous pensez maintenant avec des mots durs, et demain dites à nouveau ce que demain pense avec des mots durs, même si cela contredit tout ce que vous avez dit aujourd'hui. Ah, tu es sûr d'être incompris. Être grand, c'est être incompris, a écrit Ralph Waldo Emerson. Être qui vous êtes, c'est être qui vous devenez, puis être qui vous devenez, puis être qui vous devenez, encore et encore. Être soi-même est un processus continu d'être quelqu'un d'autre. En fin de compte, il n'y a rien à trouver ou à être, mais un processus de trouver et d'être. Ces idées et ces questions résonnent dans toute l'histoire de l'humanité. Depuis les neurosciences modernes jusqu'au Bouddha, en passant par le Vedanta Advaita de l'hindouisme, les philosophes de la Grèce antique comme Héraclite et Platon, et partout ailleurs. Depuis que les gens savent qu'ils sont quelqu'un, nous nous efforçons de déterminer qui est ce quelqu'un. Bien sûr, en raison de la nature ambiguë et inaccessible de l'identité individuelle, tout ceci n'est qu'une théorie et une perspective. Et comme vous êtes la seule personne à faire l'expérience du soi et de la perspective que vous êtes, vous avez le droit de penser à votre soi de la manière que vous voulez. En fin de compte, la possession de cette expérience du soi est peut-être la chose la plus étrange, la plus désorientante et la plus belle qui soit propre à l'expérience humaine. Le fait de ressentir et d'être conscient d'un soi nous oblige à essayer de le définir. Cela implique un attachement à ce soi et aux choses auxquelles il est attaché. Cela nous permet d'être aux premières loges pour assister à l'action ascendante et descendante de cet étrange spectacle de l'univers qui se termine finalement par une scène qui tue son public. Il s'agit à la fois d'une pièce de théâtre tragique et d'un spectacle de magie qui fait naître la divinité même chez les individus les plus séculiers. Chacun d'entre nous reçoit ce cadeau de l'identité personnelle, une expérience paradoxale illusoire de quelque chose et de rien, d'un expérimentateur et d'expérience, la conjonction des deux, une phrase continue toujours complétée par l'ensemble des deux mots « un » et peut-être que tout ce que nous pouvons et devrions essayer de faire est de rendre la phrase aussi belle que possible, riche de la cadence de la poésie, de la diversité d'une histoire complète et de la ponctuation d'une exclamative. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.